L'examen analytique préliminaire. D'après l'ISA 520, paragraphe 13, les procédures analytiques sont appliquées lors de la planification afin de mieux appréhender les activités de l'entité et d'identifier les domaines présentant un risque potentiel. Ces procédures aident à déterminer la nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit. En tant que contrôle substantif seul ou en association avec des contrôles de détail. Les procédures analytiques appliquées en tant que contrôle substantif utilisent en général un degré de détail important et sont réalisées seules ou en association avec d'autres tests et contrôles de détail. À l'achèvement pour tirer une conclusion générale sur la cohérence d'ensemble des états financiers. Ces procédures diffèrent par leur étendue et leur objectif. Les procédures analytiques appliquées lors de la planification sont globales et ont pour objectif de mieux appréhender les activités de l'entité et d'identifier les domaines présentant un risque potentiel. Ces procédures aident à déterminer la nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit. Nous nous intéressons à ce niveau au recours de l'auditeur lors de la phase de planification à l'examen analytique global ou préliminaire. D'après le paragraphe 10 de l'ISA 315, les procédures analytiques peuvent être utiles pour identifier des opérations ou événements inhabituels, des montants, ratios et tendances pour en faire apparaître des éléments ayant une incidence sur l'audit et les états financiers. En mettant en œuvre des procédures analytiques en tant que procédure d'évaluation des risques, l'auditeur projette les résultats attendus sur la base d'hypothèses plausibles. Lorsque la comparaison du résultat attendu avec les montants enregistrés ou les ratios constatés sur la base des réalisations conduit à des variations inhabituelles ou inattendues. Il prend en compte ces constatations lors de l'identification du risque d'anomalies significatives. Cependant, lorsque les procédures analytiques utilisent des données agrégées à un niveau élevé, ce qui est suivant le cas, le résultat de ces procédures analytiques fournit seulement une première indication générale sur l'existence potentielle d'une anomalie significative. En conséquence, l'auditeur analyse les résultats de telles procédures analytiques avec les autres informations recueillies dans sa démarche d'identification du risque d'anomalie significative. En conséquence, l'auditeur prend en considération les résultats des procédés analytiques appliquées lors de la planification au même titre que les autres informations qu'il a réunies pour identifier les risques d'anomalies significatives. Celui-ci constitue un outil qui va aider l'auditeur à parfaire la compréhension des affaires du client et à identifier les zones de risque et les domaines significatifs. Cet examen va utiliser un très haut degré d'agrégation et consistera à positionner les chiffres de l'entreprise pour effectuer des comparaisons dans le temps et dans l'espace. Il s'agit de comprendre et d'orienter l'auditeur vers les zones les plus risquées et de déterminer l'effet des différences inattendues ou inexpliquées sur le plan d'audit. En conclusion, l'objectif de cette étape d'examen analytique est d'orienter l'auditeur vers les domaines ou les zones à risque ou sensibles. Section 5. La fixation du seuil de signification globale. Définition et utilité du seuil de signification. La notion du seuil de signification est étroitement liée au principe comptable de l'importance relative. La norme numéro 14 de l'Ordre des experts comptables de Tunisie définit le seuil de signification comme étant la limite à partir de laquelle une anomalie contenue dans un élément donné est de nature à influencer la décision des utilisateurs de cet élément. L'ISA 320 considère que des informations sont significatives si leur omission ou leur anomalie sont susceptibles d'influencer les décisions économiques prises par les utilisateurs se fondant sur les états financiers. Le seuil de signification apparaît ainsi comme un niveau monétaire à partir duquel une anomalie ou un ensemble d'anomalies contenues dans les états financiers sont de nature à influencer le processus de prise de décision économique pour les utilisateurs de ces états. Ces utilisateurs sont supposés être
raisonnablement connaisseur du monde des affaires et de l'économie. Ce seuil existe du moment que l'auditeur ne donne aux utilisateurs qu'une assurance modérée, raisonnable, existence d'un risque d'audit, et non absolu. Le seuil de signification est alors utile tout autant pour les utilisateurs de l'information comptable qui vont se servir des états financiers en toute connaissance de cause, sciemment, que pour l'auditeur qui va utiliser ce seuil pour définir l'étendue de ses travaux et pour positionner son avis sur les comptes. 5-2. Relativité du concept du seuil de signification. La relativité est dans l'espace. Un montant significatif par rapport aux états financiers d'une entité peut ne pas être significatif pour une autre entreprise différente. Relativité dans le temps. Un montant qui était significatif au cours d'une période passée, n par exemple, peut ne plus l'être en n plus 1 dans la même entité. La relativité du concept du seuil de signification est confirmée par l'ISA 320, qui considère que le caractère significatif dépend de l'importance de l'élément ou de l'erreur évaluée dans les circonstances spécifiques de son omission ou de son anomalie. Le caractère significatif d'une information constitue donc un seuil ou une démarcation plutôt qu'un critère qualitatif que cette information doit posséder pour être utile. 5-3. Fixation du seuil de signification. Le seuil de signification est déterminé par l'auditeur conjointement avec l'évaluation du risque d'audit lors de la phase de planification. L'évolution des circonstances et des connaissances de l'auditeur au fur et à mesure de l'avancement de ses travaux peut l'amener à réviser son évaluation initiale du seuil de signification et du risque d'audit. Cette évaluation simultanée du seuil de matérialité et du risque d'audit se justifie, comme il est souligné au niveau de l'ISA 320, par le fait que ces deux variables sont liées par une relation inversement proportionnelle. En d'autres termes, lorsqu'on estime que le risque d'audit est élevé, on doit abaisser le seuil de signification pour élargir l'étendue des travaux, afin de réduire le risque d'audit à un niveau suffisamment faible. Par contre, lorsqu'on estime que le risque d'audit est faible, on peut se permettre un seuil de signification relativement élevé. Cette dernière situation se traduit par une certaine compression de l'étendue des travaux qui maintient tout de même le risque d'audit à un niveau acceptable. Le seuil de signification relève du jugement professionnel de l'auditeur qui tient compte dans son évaluation des caractéristiques de l'entreprise et de son environnement, des besoins des utilisateurs des états financiers, de la stratégie générale du cabinet et la position de la profession, le niveau de confiance généralement escompté qui est arrêté en référence aux normes et aux usages de la profession. Si l'on se place au niveau des états financiers pris dans leur ensemble, on parle de seuil de signification globale. Si l'on se place au niveau des constituants de ces états, c'est-à-dire des soldes, des catégories de transactions et des informations données, on parle d'erreur tolérable. L'erreur tolérable est, en d'autres termes, le seuil de signification applicable aux rubriques tolérables, et en d'autres termes, le seuil de signification applicable aux rubriques tolérables. Le seuil de signification applicable aux rubriques des états financiers, assertions, comptes ou modules. D'une façon générale, l'auditeur s'appuie pour déterminer le seuil sur des critères quantitatifs, résultats, chiffre d'affaires, total, bilan, capitaux. Le choix s'effectue en priorité par référence aux utilisateurs de l'information et leurs besoins. Il est possible également de retenir une combinaison de plusieurs de ces phases de calcul. Les critères qualitatifs, ces critères sont liés à l'environnement interne et externe de l'entreprise, système en place, politique comptable, tendance des chiffres clés, secteur d'activité, attente des utilisateurs des états financiers. Il est à signaler, à ce niveau, que le caractère significatif peut être influencé par la nature même de certaines opérations, étant donné par exemple leur régime légal ou réglementaire. Nous pouvons citer comme exemple de ces opérations les transactions entre parties liées, les opérations qui remettent en cause l'intégrité des dirigeants
et la violation d'obligations légales ou conventionnelles. La responsabilité de l'auditeur est de déterminer si les états financiers sont affectés par des anomalies significatives. Si les états financiers comportent des anomalies qui ne sont pas significatives, l'existence de ces anomalies n'empêche pas l'auditeur de certifier les comptes, d'où l'importance de la fixation du seuil de signification. 5-3-1 Les facteurs quantitatifs de fixation du seuil de signification. Le seuil de signification est fixé sur la base des indicateurs les plus stables dans le temps et les moins sujets à des variations. D'après des études effectuées, il a été démontré que le meilleur indicateur susceptible d'influencer le jugement des utilisateurs est le résultat. Le bénéfice avant impôt est normalement la base la plus utilisée pour décider de ce qui est significatif, car ce critère est le plus utilisé, retenu par les utilisateurs, et c'est lui qui est souvent susceptible de changer leur décision. Mais ce critère ne doit pas être le seul, notamment si l'entreprise est déficitaire ou n'a pas pour vocation de réaliser des bénéfices, associations, services publics. Le seuil de signification est alors fixé sur la base de la situation nette comptable, puisque, à défaut des bénéfices, l'utilisateur va s'interroger sur la valeur de ses actions ou participations. Si le capital social n'est pas important, faible et proche de zéro, l'utilisateur cherche tout autre indicateur, par exemple le total des actifs, le chiffre d'affaires. La règle générale pour fixer la base de calcul du seuil est donc de trouver la base qui affecte le plus la décision des utilisateurs. 5-3-2 Les facteurs qualitatifs affectant la fixation du seuil de signification. L'impact de certaines omissions ou erreurs sur les jugements des utilisateurs est souvent plus important que l'impact d'autres omissions ou erreurs, bien que leur montant en valeur absolue soit le même. Donc il y a des facteurs qualitatifs, qualificatifs qui entrent en ligne de compte. Il s'agit notamment des montants dus à des fraudes, détournements, qui sont considérés comme plus importants, pouvant influencer les jugements des utilisateurs, que les mêmes sommes résultant d'erreurs non intentionnelles. Exemple, une erreur dans la charge d'amortissement de 5 millions et une erreur dans la caisse de 5 millions due à un vol ou un détournement n'ont pas le même impact sur la décision de l'utilisateur. Les anomalies dues à un non-respect d'une obligation légale sont significatives. 5-3-3 Appréciation du seuil de signification au niveau des rubriques des états financiers lors de la mise en œuvre des tests d'audit. Cette appréciation par rubrique est nécessaire, car l'auditeur acquiert et accumule une évidence d'audit d'une manière chronologique et non pas globalement dans les états financiers pris dans leur ensemble. L'auditeur doit connaître sa marge d'erreur pour chaque rubrique, l'erreur tolérable. 5-3-4 Allocation du seuil de signification globale aux différentes rubriques des états financiers. On désigne par allocation du seuil de signification globale l'affectation de celui-ci aux différentes rubriques des états financiers. Cette allocation doit être menée de façon à ce qu'il y ait peu de chances que le cumul des anomalies relevées et non relevées dans l'ensemble des constituants des états financiers soit supérieur au seuil de signification globale. Une telle opération peut se baser sur l'importance relative des rubriques, mais aussi sur le jugement professionnel de l'auditeur et le coût d'audit de chacune de ces dernières. Généralement, cette allocation ne s'effectue que pour les rubriques du bilan et non de l'état de résultat, en raison de la liaison entre elles. En effectuant cette allocation par rubrique, l'auditeur se base, mis à part donc l'importance relative des rubriques, sur les deux critères suivants. Critère 1. Son jugement professionnel, son expérience et sa connaissance du dossier l'amènent à considérer que certaines rubriques peuvent renfermer des anomalies plus importantes que celles contenues dans d'autres rubriques. Critère 2. Le coût des travaux d'audit de chaque rubrique et du coût total de la mission. L'audit des stocks est plus compliqué et demande plus de budget tant que l'audit des immobilisations. 5-3-5 Relation entre le seuil de signification et l'évidence d'audit.
Le seuil de signification est un élément déterminant pour fixer la quantité nécessaire et suffisante d'évidence, les éléments probants, d'audit à obtenir pour porter un jugement sur un élément des états financiers. Plus le seuil de signification est faible, plus le niveau de confiance est important et les éléments probants à collecter doivent être importants. 5-3-6 Relation entre le concept d'importance relative et le risque d'audit. Petit a, relation d'ensemble. Comme nous l'avons souligné, il existe une relation inversement proportionnelle entre l'importance relative et le risque d'audit. Lorsque le seuil de signification acceptable augmente, le risque d'audit diminue. Parallèlement, lorsque le seuil de signification acceptable diminue, le risque d'audit augmente. Pour un niveau de risque donné, choisi par l'auditeur, le seuil de signification acceptable correspondant est constant. En cas de changement du niveau de risque d'audit acceptable, avec les mêmes niveaux du risque d'anomalie significative, risque inhérent fois le risque de contrôle, les autres variables évoluent en fonction du tableau suivant. Nous avons trois situations. Un risque d'audit acceptable élevé, avec un risque inhérent faible et un risque de contrôle faible et un risque de détection très élevé. Et l'évidence est faible. Deuxième situation, avec une faible risque d'audit acceptable et faible risque inhérent et faible risque de contrôle et un risque de non-détection élevé et une évidence faible. Et enfin, une troisième dernière situation, une évidence moyenne avec un risque de non-détection moyen et un risque de contrôle faible et un risque inhérent élevé et un risque acceptable d'audit faible. Le risque inhérent et le risque lié au contrôle sont jugés pour chaque processus, chaque compte et souvent pour chaque objectif d'audit assertion et non pour toute l'entreprise et pour la mission d'audit pris dans sa globalité. En effet, les risques d'anomalie significative RI fois RC, risque inhérent fois le risque de contrôle, pourraient être faibles pour le module des stocks par exemple et être élevés pour les ventes. Le RI fois RC, le risque inhérent fois le risque de contrôle, serait dans ce cas différent pour la même société et au cours de la même mission d'audit en fonction de chaque catégorie de compte. Le risque d'audit acceptable, RAA, fixé à un niveau assez faible, suit à un jugement global au cours de la phase de planification et est généralement le même pour les principaux processus comptes. 5-3-7 Révision des risques et de l'évidence d'audit. D'après l'ISA 315, l'appréciation que fait l'auditeur des risques d'anomalies significatives au niveau des assertions est fondée sur les éléments probants disponibles et peut changer au cours de l'audit à mesure que d'autres éléments probants sont obtenus. L'appréciation des risques peut notamment être fondée sur l'hypothèse que les contrôles fonctionnent efficacement de manière à prévenir ou à détecter et à corriger une anomalie importante au niveau des assertions. Lorsqu'ils appliquent des tests de contrôle afin de réunir des éléments probants indiquant que les contrôles ne fonctionnent pas efficacement à des moments pertinents au cours de l'audit. De même, lorsqu'ils appliquent des procédés de corroboration. L'auditeur peut détecter des anomalies dont les montants et la fréquence ne sont pas compatibles avec son appréciation des risques. Lorsque par suite de l'application de ces autres procédés d'audit, l'auditeur réunit des éléments probants qui tendent à contredire les éléments probants sur lesquels il s'est appuyé à l'origine pour apprécier les risques. Il revoit son appréciation et modifie les autres procédés d'audit envisagés en conséquence. La fixation des risques doit donc être révisée en fonction de l'avancement des travaux d'audit. Le modèle du risque d'audit est par définition un modèle de planification. L'auditeur doit consacrer le temps nécessaire pour réviser les niveaux de risque fixés au préalable.
Section 6. L'appréciation des risques d'anomalies significatives au niveau des assertions et la définition de la stratégie préliminaire d'audit. L'appréciation des risques d'anomalies significatives revient à fixer le produit risque inhérent fois le risque de contrôle, permettant ainsi de déterminer le risque de non-détection conformément au modèle par les risques. D'après l'ISA 315, l'auditeur doit identifier et évaluer le risque d'anomalies significatives au niveau des états financiers et au niveau des assertions pour les flux d'opérations, des soldes de compte et des informations fournies dans les états financiers. À cette fin, l'auditeur doit identifier le risque lors de sa prise de connaissance des activités de l'entité et de son environnement, y compris sa prise de connaissance des contrôles mis en place au regard des risques identifiés, en considérant les flux d'opérations, les soldes des comptes et les informations fournies dans les états financiers. Confronter les problèmes potentiels constatés au niveau des assertions aux risques identifiés. Apprécier si les risques sont d'une importance telle qu'ils peuvent entraîner des anomalies significatives dans les états financiers et prend en compte la probabilité que les risques puissent conduire à des anomalies significatives dans les états financiers. La norme distingue entre les risques d'anomalies significatives liés à des catégories d'opérations, à des soldes de compte, ainsi qu'à des informations fournies dans des états financiers et à des assertions connexes particulières, et les risques d'anomalies liés de manière plus générale aux états financiers pris dans leur ensemble et touchent possiblement de nombreuses assertions. Le paragraphe 102 précise que l'auditeur détermine si le risque identifié d'anomalies significatives est lié à des flux spécifiques d'opérations, à des soldes de comptes particuliers, à des informations fournies dans les états financiers ou à des assertions les concernant, ou si ce risque concerne les états financiers en général, en affectant potentiellement de multiples assertions. Ce dernier peut résulter en particulier d'un environnement de contrôle déficient. Les contrôles peuvent être liés soit directement, soit indirectement à une assertion. Plus ce lien est indirect, et moins le contrôle en cause peut être efficace pour prévenir ou détecter et corriger les anomalies présentes dans cette assertion. Par exemple, la revue par un directeur des ventes du sommaire des ventes de magasins donnés par région est en général liée indirectement à l'assertion relative à l'exhaustivité des ventes. Par conséquent, pour réduire le risque afférent à cette assertion, il se peut que cette revue soit moins efficace que des contrôles liés plus directement à cette assertion. Par exemple, le rapprochement des documents d'expédition avec les documents de facturation. Au terme de l'ISA 315, l'appréciation des risques d'anomalies significatives permet de dégager deux natures de risques. Des risques significatifs qui requièrent une démarche d'audit particulière et des risques pour lesquels des contrôles de substance seuls ne peuvent fournir des éléments probants suffisants et appropriés. Risques significatifs qui requièrent une démarche d'audit particulière. L'auditeur doit déterminer parmi les risques relevés lesquels, à son avis, constituent des risques significatifs qui exigent une attention particulière. En présence de risques significatifs, et si l'auditeur prévoit s'appuyer sur l'efficacité du fonctionnement des contrôles, il doit réunir dans tous les éléments probants concernant l'efficacité du fonctionnement de ces contrôles par la mise en œuvre de tests des contrôles au cours de la période considérée. Plus le risque d'anomalie significative est élevé, plus l'auditeur réunit d'éléments probants indiquant que les contrôles fonctionnent efficacement. Par conséquent, l'auditeur ne s'appuie pas sur des éléments probants recueillis au cours d'un audit antérieur en ce qui concerne l'efficacité du fonctionnement des contrôles relatifs à ces risques. En outre, si l'auditeur détermine que le risque est significatif, il doit mettre en œuvre des procédés de corroboration qui tiennent compte expressément de ce risque. Par exemple, si l'auditeur constate que la direction fait l'objet de pression pour satisfaire les attentes en matière de résultats, il peut exister un risque connexe que la direction gonfle le chiffre d'affaires en concluant des contrats de vente comportant des clauses qui empêchent la constatation de produits ou en facturant des ventes
avant livraison. En pareil cas, l'auditeur peut par exemple concevoir des demandes de confirmation externe, non seulement pour obtenir confirmation des montants impayés, mais aussi des conditions des contrats de vente, y compris la date, les droits de retour, s'il en est, et les conditions de livraison. De plus, l'auditeur peut juger efficace d'obtenir, en guise de complément aux confirmations externes, des renseignements auprès du personnel non financier de l'entité concernant toute modification des contrats de vente et des conditions de livraison. D'après le paragraphe 108 de l'ISA 315, l'auditeur doit déterminer quels sont les risques identifiés qui, sur la base de son jugement professionnel, requièrent une démarche d'audit particulière. De tels risques sont qualifiés de risques significatifs. Par ailleurs, la norme ISA 330, dans les paragraphes 44 et 51, décrit les conséquences à tirer d'un risque significatif dûment identifié quant à la mise en œuvre d'autres procédures d'audit complémentaires. Le paragraphe 109 précise que l'identification de risques significatifs qui intervient dans la plupart des audits relève du jugement professionnel de l'auditeur. En exerçant ce jugement, l'auditeur exclut l'effet des contrôles spécifiques liés aux risques identifiés pour déterminer si la nature du risque, l'importance probable d'anomalies potentielles, y compris la possibilité qu'un risque puisse résulter en de multiples anomalies, et la possibilité que ce risque se concrétise sont telles qu'elles requièrent une démarche d'audit particulière. Des opérations courantes ou ne présentant pas par nature de complexité et qui sont sujettes à des traitements systématiques sont moins susceptibles d'engendrer des risques significatifs, car les risques inhérents qui leur sont attachés sont plus faibles. Par ailleurs, les risques qui peuvent engendrer des anomalies significatives proviennent souvent de l'activité elle-même. En considérant la nature des risques, l'auditeur prend en considération un certain nombre de facteurs, et notamment si le risque est un risque de fraude, si le risque est lié à des faits nouveaux significatifs de nature économique, comptable ou autre, et requiert en conséquence une attention particulière. La complexité des opérations, si le risque résulte de transactions significatives avec des parties liées. Le degré de subjectivité attaché à l'évaluation des informations financières concernant ce risque, plus particulièrement pour celles qui comportent de différents degrés d'incertitude. Si le risque résulte d'opérations significatives sortant du cadre normal de celles couramment traitées par l'entité, ou paraissent par ailleurs inhabituelles. D'après l'ISA 315, les risques significatifs sont souvent des risques d'affaires significatifs qui peuvent entraîner des anomalies significatives. La direction devrait être au courant de ces risques et en avoir normalement tenu compte en appliquant des contrôles à leur égard. Les risques significatifs sont souvent liés à des opérations non routinières et à des questions de jugement. Les opérations non routinières correspondent à des opérations qui, soit en raison de leur taille ou de leur nature, sont inhabituelles et donc peu fréquentes. La norme donne les exemples suivants de risques liés à des opérations non routinières. Une intervention accrue de la direction dans la détermination des traitements comptables. Une intervention humaine plus grande dans la collecte et le traitement des données. La complexité des calculs aux principes comptables, la nature des opérations non routinières qui peut faire en sorte que l'entité a de la difficulté à mettre en application des contrôles efficaces sur les risques. Opérations significatives entre apparentés. Les questions qui font appel au jugement peuvent comprendre l'élaboration d'estimations comptables significatives du fait, par exemple, que les principes comptables applicables aux estimations comptables ou à la constatation des produits peuvent faire l'objet d'une interprétation différente. Que le jugement requis puisse être subjectif
complexe ou nécessiter le recours à des hypothèses quant à l'incidence d'événements futurs, notamment lorsqu'il s'agit de poser un jugement au sujet de la juste valeur. 6-2. Risques pour lesquels des contrôles de substances seuls ne peuvent fournir des éléments probants suffisants et appropriés. D'après le paragraphe 115 de l'ISA 315, lors de l'évaluation du risque selon la procédure décrite au paragraphe 100, l'auditeur doit également évaluer les systèmes de contrôle et les moyens de leur mise en œuvre, y compris les activités de contrôle portant sur des risques pour lesquels, selon son propre jugement, il n'est pas possible ou faisable de réduire le risque d'anomalies significatives au niveau de l'assertion à un niveau acceptable faible sur la base des éléments probants recueillis à partir des seuls contrôles de substance. Les conséquences à tirer de tels risques sur les procédures d'audit complémentaires sont décrites au paragraphe 25 de l'ISA 330. D'après le paragraphe 25 de l'ISA 330, si, en application du paragraphe 115 de la norme ISA 315, l'auditeur conclut qu'il n'est pas possible ou réalisable de réduire le risque d'anomalies significatives au niveau des assertions à un niveau faible acceptable au moyen d'éléments probants recueillis à partir de contrôles de substances uniquement, il doit réaliser des tests sur les contrôles concernés pour recueillir d'éléments probants quant à l'efficacité de leur fonctionnement. Par exemple, comme indiqué dans le paragraphe 115 de la norme ISA 315, l'auditeur peut être dans l'impossibilité de concevoir des contrôles de substances efficaces qui fournissent par eux-mêmes des éléments probants suffisants et appropriés au niveau des assertions. Lorsqu'une entité conduit son activité en utilisant un système informatique et qu'aucune documentation des opérations n'est produite ou conservée autrement que par le système informatique. Lorsqu'il a déterminé qu'il n'est pas possible ou qu'il est irréaliste de ramener les risques d'anomalies significatives au niveau des assertions à un niveau suffisamment faible en s'appuyant sur des éléments probants découlant uniquement de la mise en œuvre de procédés de corroboration en conformité avec le paragraphe 110 de la norme ISA 315. L'auditeur doit mettre en œuvre des tests de contrôle afin de réunir des éléments probants sur l'efficacité du fonctionnement de ces contrôles. La compréhension du système comptable de l'entité relatif à l'élaboration des états financiers permet à l'auditeur d'identifier le risque d'anomalies significatives directement liées à l'enregistrement des opérations courantes ou à des soldes de compte et à l'établissement des états financiers. Ceci inclut le risque de traitement inexact ou incomplet. Généralement, de tels risques concernent des flux d'opérations significatifs, tels que les flux des ventes, des achats, des recettes ou des règlements. Les caractéristiques des opérations journalières courantes permettent souvent une automatisation des enregistrements avec peu ou pas d'intervention manuelle. Dans une telle situation, il peut ne pas être possible d'effectuer des contrôles de substances relatives aux risques identifiés. Par exemple, dans le cas où une masse d'informations est initiée, enregistrée, traitée ou présentée par informatique, comme dans un système intégré, l'auditeur peut juger qu'il n'est pas possible de définir des contrôles de substances efficaces qui permettent à eux seuls de recueillir des éléments probants suffisants et appropriés pour conclure que le flux d'opérations concernées ou les soldes des comptes en cause ne comportent pas d'anomalies significatives. Dans un tel cas, les éléments probants peuvent être obtenus seulement sous une forme électronique. Leur suffisance et leur caractère approprié dépendent généralement de l'efficacité des contrôles sur l'exactitude et l'exhaustivité de l'information traitée. De plus, la probabilité que des opérations soient initiées ou modifiées de façon incorrecte et ne soient pas détectées est plus grande lorsque l'information est initiée, enregistrée, traitée ou présentée exclusivement par informatique et que le contrôle ne sont pas effectués de manière efficace.
Des exemples de situations où l'auditeur peut se trouver en face de cas où il lui est impossible de définir des contrôles de substances efficaces qui, par eux-mêmes, apportent des éléments probants suffisants et appropriés permettant de conclure que certaines assertions ne comportent pas d'anomalies significatives. Sont données ci-après. Une entité qui gère son activité en utilisant un système informatique pour lancer les commandes d'approvisionnement et réceptionner les marchandises selon des règles prédéterminées sur ce qu'il convient de commander et en quelle quantité, ainsi que pour générer le règlement automatisé des achats sur la base de la confirmation de la réception des marchandises et des conditions de paiement. Dans ce cas, il n'existe aucune documentation matérialisée des commandes d'achat et de la réception des marchandises autre que celle contenue dans le système informatique. Une entité qui rend des services à ses clients par l'intermédiaire de moyens électroniques, par exemple un fournisseur de services Internet ou un opérateur téléphonique, qui utilise son système informatique pour créer un récapitulatif des services rendus à ses clients, pour initier et gérer la facturation de ces services et pour procéder électroniquement aux enregistrements comptables de ces montants. Le tout intégré dans le système informatique utilisé pour l'élaboration des états financiers. 6-3. Établissement de la stratégie préliminaire d'audit par assertion. Le terme stratégie est un terme militaire qui correspond au choix du moment, des méthodes et moyens qui seront nécessaires pour gagner la guerre. Ce sont les actions que l'on entreprend pour faire en sorte que le combat ne soit engagé qu'en position de supériorité. D'après les paragraphes 5 et 6 de l'ISA 330, l'évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des états financiers découle en partie de la compréhension qu'a l'auditeur de l'environnement de contrôle. Un environnement de contrôle efficace peut permettre à l'auditeur d'augmenter son niveau de confiance dans le contrôle interne et dans la fiabilité des éléments probants générés au sein de l'entité, et donc, par exemple, lui permettre de mettre en œuvre certaines procédures d'audit à une date intercalaire plutôt qu'à la fin de la période. S'il existe des faiblesses dans l'environnement de contrôle, l'auditeur réalisera en principe davantage de procédures d'audit à la fin de la période qu'à une date intercalaire, recherchera plus d'éléments probants par le biais de contrôle de substances, modifiera la nature des procédures d'audit pour recueillir des éléments probants plus convaincants ou augmentera le nombre de sites à contrôler. De telles considérations ont dès lors une influence significative sur l'approche globale d'audit retenue par l'auditeur en l'amenant à privilégier par exemple une approche principalement fondée sur des contrôles de substances, approche de substances, ou une approche faisant appel aussi bien aux tests de procédure qu'au contrôle de substances, approche mixte. Il en découle qu'en audit et pour chaque assertion, il existe deux stratégies. Stratégie corroborative, c'est l'approche substantive, et stratégie mixte, approche système. 6-3-1, stratégie corroborative. L'auditeur choisit d'appliquer une approche corroborative concernant les transactions routinières, quand il estime que les contrôles n'existent pas ou sont inefficaces ou les coûts d'évaluation des systèmes dépassent les coûts des tests substantifs. Exemple, système compliqué pour des opérations peu nombreuses. Pour les transactions non routinières et les estimations comptables, on adopte également cette approche corroborative à moins que certains aspects de ces deux catégories de transactions ne soient gérés par les systèmes en place. Ces aspects sont dans ce cas assimilés à des transactions routinières et leur audit pourrait être donc effectué moyennant l'approche système. En optant pour l'approche corroborative, l'auditeur spécifie les 4 composantes suivantes de sa stratégie. Utilisation d'un système de risque lié au contrôle d'une manière préliminaire, prévu maximum 100% ou très proche de ce maximum.
Affiner la compréhension des aspects les plus pertinents concernant les systèmes comptables et de contrôle interne, organisation, documentation, système comptable, pour faciliter l'accomplissement des tests substantifs. Prévoir un minimum de tests sur les contrôles. Prévoir un maximum de tests substantifs, procédures analytiques et tests de détail, basés sur un niveau de risque de non-détection faible pour maintenir le risque d'audit à un niveau acceptable compte tenu du fait que le risque lié au contrôle est maximum. 6-3-2 Stratégie mixte. C'est une stratégie basée principalement sur les systèmes de contrôle avec un minimum de contrôle substantif. L'auditeur choisit cette stratégie lors de l'audit des transactions routinières. Quand il estime qu'a priori les contrôles relatifs à chaque assertion ou à une assertion donnée existent et sont efficaces. Cette stratégie mixte est généralement retenue lors d'audits récurrents. Suite à l'adoption de cette approche système, l'auditeur va spécifier les trois composantes de sa stratégie, à savoir prévoir l'obtention d'une compréhension extensive des systèmes relatifs aux modules concernés par l'approche mixte, prévoir de réaliser des tests de contrôle extensifs ou étendus, tests de conformité et tests de permanence, qui déterminent si les mécanismes de contrôle sont effectivement efficaces et appliqués d'une façon qui justifie le faible niveau de risque lié au contrôle choisi lors de l'appréciation préliminaire. Prévoir des tests substantifs restreints basés sur un niveau de risque de non-détection prévu élevé ou modéré, compte tenu du fait que le risque lié au contrôle est faible et permettant aussi de maintenir acceptable le niveau du risque d'audit. Stratégie préliminaire d'audit pour chaque assertion. En illustration schématique, les quatre composantes de la stratégie: coût de l'audit, niveau estimé des tests de validité, réalisation des tests de contrôle de fonctionnement, extension de la compréhension des modules du contrôle interne, plus ou moins l'estimation de risque d'anomalies significatives, maximum, élevé, modéré, faible, minimum, une stratégie corroborative, une stratégie mixte. Merci pour votre attention. Nous aborderons la prochaine fois la section 7, la formalisation du plan d'audit, nature, timing et étendue.